Bienvenue dans ce nouvel épisode de Code for Faute. Dans un entretien précédent, je me suis promis de revisiter Gix, un gestionnaire de paquets facilitant le provisionnement reproductible d'environnements logiciels. Plonger dans Gix peut paraître ardu de prime abord, et les 3 intervenants de cet épisode ne seront pas de trop pour me guider dans cette découverte. Dans cet épisode, nous parlerons des caractéristiques qui rendent le projet Gix vraiment unique, la reproductibilité logicielle, l'accent sur le contrôle donné aux utilisateurs, et enfin son approche libre et communautaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors déjà, je vous remercie à tous les 3 d'avoir accepté mon invitation pour parler de Gix. Alors pour redonner un petit peu de contexte à nos auditeurs, nos auditrices, on a eu auparavant un entretien avec Alice Brenon. On avait traité dans une des sections de son entretien de la reproductibilité logicielle et elle était utilisatrice de Gix. Ce qui m'a donné l'idée vu qu'on avait vraiment traité ça peut-être en 10 minutes, de faire un épisode plus long, voilà, pour vraiment traiter spécifiquement de ce sujet de la reproductibilité logicielle avec Gix. Et donc, je suis très content d'avoir voilà, 3 grands représentants de la communauté. Alors, je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. On va peut-être commencer par Pierre-Antoine. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Pierre-Antoine Boutier, je suis directeur adjoint de l'unité d'appui et de recherche GRICAD, située à Grenoble, qui fournit tout un tas de services aux communautés de recherche autour du calcul scientifique et des gestions de données de la recherche, et du développement de logiciels de recherche. Et notamment, c'est nous qui exploitons le mésocentre de calcul du site universitaire grenoblois. Et pour fournir des environnements logiciels sur nos supercalculateurs, on utilise Gix. Voilà. D'accord. Simon? Donc moi je suis ingénieur de recherche à l'université Paris-Cité. Donc je travaille pour l'Institut de recherche Saint-Louis sur le site de l'hôpital Saint-Louis. Et donc je fais du support d'utilisateurs, donc particulièrement en bio-info, analyse de données biologiques. Et donc voilà, comme Pierre-Antoine, la question c'est les environnements logiciels, quoi, voilà. Très bien. Et Ludo? Bonjour, Ludovic Courtès, merci pour l'invitation. Donc moi je suis ingénieur de recherche INRIA à Bordeaux. Comme mes 2 compères, je travaille un peu sur les questions d'environnement logiciel reproductible, donc plus particulièrement en HPC, parce qu'il y a donc en calcul intensif, il y a beaucoup d'équipes qui font du calcul intensif à l'INRIA à Bordeaux. Et je suis aussi à l'initiative de ce fameux projet Gix dont on va parler. Alors très bien. Alors notamment, moi je reviens d'une conférence qui s'appelle la RSECon, qui a lieu chaque année chez nos amis britanniques. Un sujet qui est beaucoup revenu, c'est le sujet de la reproductibilité logicielle, sujet donc traité par Gix. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous donner votre définition de la reproductibilité logicielle et puis enchaîner par en quoi Gix y répond? Oui, la reproductibilité logicielle, c'est quoi? Donc, en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux et c'est vrai que parfois il peut y avoir des malentendus quand on parle de reproductibilité logicielle. Tout de suite, ça va faire penser à la reproductibilité bit à bit, alors qui peut être un sujet, qui en est un même. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ça commence par un aspect vraiment purement pratique, qui est-ce que je vais être capable de redéployer le même environnement logiciel que j'ai aujourd'hui dans 1 mois, dans 2 mois? Pour des questions toutes bêtes. Par exemple, j'ai publié un article dans lequel j'ai fait tourner des expériences scientifiques qui impliquent du logiciel. Et puis, dans 2 mois, je vais recevoir des commentaires, j'ai envie d'y répondre et d'être capable de refaire tourner mes expériences. Donc, simplement être capable de relancer la même chose, déjà, ça, c'est un niveau de reproductibilité qui est vraiment très pratique, quoi, très pragmatique, et qui est le plus important finalement. Et puis il y a ça, puis après pour les personnes qui font du calcul intensif du HPC, comme c'est le cas avec mes collègues, il y a aussi cette idée de dire, je veux faire tourner mes expériences sur un supercalculateur, mais j'aimerais aussi être capable de les faire tourner sur un autre supercalculateur, même si c'est pas le même, voire éventuellement débugger certaines choses sur mon portable ou sur un petit cluster de labo. Donc voilà, c'est vraiment des différents niveaux de reproductibilité qui sont très pratiques. Et après, le niveau supérieur, entre guillemets, c'est être capable de s'assurer que l'outil déploie vraiment exactement la même chose, au bit près, pour en fait limiter la variabilité qu'on n'a pas choisie, quoi. Si on sait que la partie logicielle ne bouge pas d'un iota, dans ce cas, si on obtient des résultats différents, c'est que le problème se situe ailleurs. Est-ce que pour autant Gix empêche, parce que ces expériences, elles peuvent être paramétrisées. Est-ce que Gix permet justement malgré tout de garder un niveau de
de paramétrisation, on va dire contrôlée. Qu'est-ce que tu entends par contrôler, Isla? Et paramétrisation aussi. Alors dans le sens où, il est possible de répéter une même expérience, mais en adaptant des paramètres de contrôle sur, je sais pas moi, l'optimisation, ou, des paramètres de filtrage, de pré-processing ou de post-processing. Ces paramètres, ils sont, clairement, voulus par, l'utilisateur de X ou en tout cas du logiciel en lui-même. À l'inverse, le fait de changer une bibliothèque numérique d'une version à une autre, celle-là n'est pas nécessairement sous le contrôle de l'utilisateur. Donc, moi, de ce que j'ai compris, voilà, Geeks, en tout cas, permet de répondre à cette dernière. Mais la question, c'est est-ce que Geeks peut aussi répondre au premier cas qui est, bah, j'ai aussi envie de garder la possibilité d'avoir ce niveau de contrôle de mes paramètres? Oui, en fait, Geeks va juste déployer des environnements logiciels, mais l'utilisateur peut avoir un contrôle assez fin sur ce qu'il veut vraiment déployer. S'il veut déployer un environnement logiciel de façon identique sur des machines différentes à des moments différents, il peut. Si au contraire, il veut changer la version d'une dépendance précise, en allant chercher une autre version, du code source de cette dépendance par exemple, il peut le faire, même assez simplement. Il peut bien sûr modifier les options de compilation, tout est assez transparent, assez ouvert, et puis dans certains cas avec des commandes déjà prévues pour ça dans Geeks, il peut vraiment dans le détail modifier les paramètres dont tu parles. Ce que je rajouterais par rapport à ce que dit Pierre-Antoine, ce que Geeks fournit, c'est une forme de discipline. Avec mes collègues qui sont souvent biologistes et qui font des expériences avec des cellules, des boîtes de pétri, des microscopes et tout ça, en fait, ils ont une vraie pratique du cahier de laboratoire où en fait, ils tracent et ils essayent de traquer tous les paramètres possibles pour essayer de pouvoir reproduire leurs expériences d'un labo à l'autre, etc. Ben, Geeks, quelque part, en fait, ça fournit cette même discipline au niveau du logiciel. Donc, en fait, Geeks essaye de contrôler le plus possible tous les paramètres logiciels. Et donc, du coup, l'utilisateur, une fois qu'il a accès à ces paramètres, eh ben, il peut les remplacer par ce qu'il veut. Donc, comme dit Pierre-Antoine, si je veux remplacer telle version de telle dépendance par telle autre version pour voir quel va avoir l'impact, Geeks fournit ces facilités. Donc, en fait, pour moi, Geeks, c'est vraiment un outil de appliquer la discipline de la méthode scientifique à l'environnement logiciel. On avait aussi évoqué que, souvent la reproductibilité, elle est associée à la confiance et beaucoup de gens qui, on va dire en introduction ou en préambule des sujets de reproductibilité parlent notamment de la crise de la reproductibilité. Est-ce que c'est peut-être déjà un sujet que vous pourriez, voilà, nous dire vous, comment vous l'apercevez? Quels en sont ses effets concrets? Et en quoi, Geeks mitige ces effets? Et peut-être quelle est la limite à laquelle, Geeks s'arrête? Parce que je suppose qu'on ne peut pas non plus tout reproduire. C'est aussi peut-être un argument qui est aussi, invoqué par les détracteurs de la reproductibilité, c'est: «Oui, mais on peut pas tout reproduire, il y a un moment où on a plus contrôle». Justement, où s'arrête ce contrôle? Et où peut-être on a envie d'arrêter ce contrôle? Parce qu'après tout, voilà, peut-être que pour la recherche, il y a un niveau à partir duquel on peut s'arrêter. Je dirais que la reproductibilité, c'est vraiment un moyen pour une fin. Et la fin, c'est effectivement d'obtenir plus d'assurance dans les résultats scientifiques qu'on obtient. Et en particulier, ça demande d'être capable de les vérifier. Donc si on a besoin de reproductibilité, c'est pour, in fine, être capable de vérifier des résultats scientifiques. Donc ça, vraiment vérifier, je pense que c'est le b à bas, quoi, si on veut avoir un minimum de confiance. Si on a des résultats qui sont publiés dans un bel article, mais que personne, à part l'auteur ou l'autrice, n'est capable de les vérifier, tout de suite, on voit bien que c'est problématique. Et quand on parle de crise de la reproductibilité, c'est ça le problème souvent. Voilà, donc vérifier les résultats, ça me semble être l'objectif quoi de la reproductibilité. Et après, au-delà de ça, souvent on va vouloir expérimenter, c'est-à-dire que si un article décrit une méthode, on va vouloir peut-être dans un premier temps vérifier effectivement les résultats qui sont mis en avant par l'article, et dans un deuxième temps, souvent on va vouloir chercher à expérimenter. Donc ça revient un petit peu à ta question d'avant, qui est que voilà, on a une expérience qui implique du logiciel qui est décrite, et on va vouloir la faire tourner, mais en modifiant certains paramètres, donc en changeant de version de logiciel, en changeant la manière dont les logiciels sont compilés, par exemple, et ainsi de suite, pour finalement, voilà, partir de cette base qui est le résultat publié dans l'article, pour aller plus loin et mettre en place une nouvelle expérience, peut-être. Tu parlais de crise de la reproductibilité.
Et moi, ce que je trouve très intéressant quand on discute avec des collègues de différents disciplines, différents champs, donc avec des gens qui sont par exemple en sciences humaines ou qui sont en physique, en astrophysique, en chimie, en biologie, en médecine, enfin tous les champs en fait. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la partie logicielle, la partie computationnelle revient souvent en fait comme étant un des problèmes dans la capacité de reproduire des résultats. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, moi je trouve, c'est qu'aujourd'hui, les biologistes, par exemple, en fait, ils sont très conscients de pas être capables de reproduire certaines expériences avec des cellules, etc. Parce que pour des tas de raisons, et ils ont mis en place des méthodes pour essayer de pouvoir justement avoir confiance sans être capable de reproduire. Sauf que du coup, aujourd'hui, en fait, tout ce qui concerne le calcul, en fait, souvent on n'a pas confiance et on n'a pas encore trouvé de méthode pour essayer d'établir cette confiance. Et la reproductibilité, au sens de pouvoir répéter le résultat, c'est un moyen de construire cette confiance. Et c'est pour l'instant un des premiers moyens qu'on a réussi à trouver, quoi, en fait. Pierre-Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Pour moi, à mon sens, en tout cas dans le domaine numérique, mais je pense que c'est vrai ailleurs, la confiance, elle ne peut se pratiquer aussi que via des pratiques transparentes et lisibles, compréhensibles ou accessibles. Et en ça, Geeks est un outil qui permet de répondre à ça. C'est-à-dire que on arrive à comprendre qu'on reproduit le même environnement logiciel. Comment on le fait? On peut le transmettre facilement pour que quelqu'un d'autre le fasse. Et à mon sens, ça c'est important aussi. Souvent, les outils qui reviennent dans les présentations autour de la reproductibilité, c'est des solutions à base de conteneurs comme Docker ou Optainer, par exemple, anciennement Singularity. En quoi ces solutions-là, déjà, en quoi Geeks diffère de ces solutions-là, et en quoi ces solutions-là sont insuffisantes au regard de ce que Geeks propose? Docker ou Optainer ou les solutions de conteneurisation en fait d'environnement logiciel ne sont pas des gestionnaires d'environnement logiciel. C'est-à-dire que c'est des interfaces qui vont permettre d'impacter, voilà, de mettre ensemble un environnement logiciel donné fourni par d'autres gestionnaires d'environnement logiciel. Donc ça peut être des distributions, des images basées sur des distributions Linux avec leur propre gestionnaire de paquets, voilà, avec du Conda, avec du pip, du SPAC. On va mettre ça dans une image de conteneur qu'ensuite on va faire tourner sur une machine. On voit bien en fait, partant de ce principe, en fait, d'un point de vue de la reproductibilité, l'image n'est pas plus reproductible qu'avant. Qui va être plus reproductible à la limite, bon, et ça a des niveaux à définir, et c'est ça aussi que je voulais évoquer tout à l'heure sur la pratique de la reproductibilité, c'est c'est l'exécution de l'image. C'est-à-dire que l'image, une fois qu'on a le moteur d'exécution de nos conteneurs, on va pouvoir effectivement la faire tourner d'une machine à l'autre, et dans le temps, il y a des chances qu'elle tourne, même si à la construction de l'image, il y a des choses qui se passent, qui sont téléchargées d'internet, etc. Bah, d'un moment à l'autre, il se peut que ces liens soient cassés dans certaines distributions, avec certains gestionnaires de paquets. Avec Geeks, il a été fait pour construire un environnement logiciel, donc comme un gestionnaire de paquets, Conda, PTGet ou d'autres, mais lui qui déploie de façon reproductible un environnement logiciel. Et rien ne nous empêche d'ailleurs avec Geeks de construire des images qui pourront être exécutées par un moteur de conteneurs comme Docker ou Optainer d'ailleurs. Donc en fait, on voit bien que Docker ou Optainer sont pas des réponses stricto sensu à la reproductibilité, à la limite à la portabilité, mais malgré tout, d'un point de vue de reproductibilité, on va vraiment être tributaire de comment on construit nos images. Moi, j'aime bien utiliser cette analogie avec mes collègues, quoi. C'est de dire quand vous voulez déménager, vous louez un camion, c'est un conteneur, ça permet de déplacer vos affaires d'un endroit à un autre. Par contre, en fait, la manière dont vous fabriquez vos cartons, ben, ça va dépendre. Et donc, toute la question qu'il faut se poser, c'est comment vous fabriquez les cartons. Donc, en fait, Docker, tout ça, ben, c'est le camion. Et Geeks, en fait, ça traite les cartons. Et ça permet de faire des cartons qui sont exactement les mêmes à chaque fois, en fait. Donc, peu importe, en fait, comment vous allez ranger les cartons dans votre camion pour déménager, la question la plus importante pour la reproductibilité, c'est la traçabilité que vous allez avoir dans la manière de faire vos cartons. Voilà la grosse différence pour moi. Et donc moi j'utilise Geeks presque tous les jours pour générer des images Docker en fait. Ouais, j'aime bien cette idée de carton parce que je pense qu'effectivement c'est ça la question centrale, c'est la transparence et la traçabilité en fait. Donc quand on obtient un binaire, un programme qu'on va exécuter, comment on l'a obtenu en fait. Et si on regarde des outils comme Docker ou Optainer, ce qu'a décrit Pierre-Antoine, mais en fait il y a vraiment deux parties dans ces outils. Il y a la partie support d'exécution où on a une image qui a déjà été créée, on peut l'exécuter. Et puis il y a la partie création de l'image, donc création du carton, comment on le remplit. Et ce que
Ce que moi je reproche à ces outils, c'est vraiment la partie création de l'image, remplissage du carton, qui là permet pas d'avoir cette traçabilité qui est souhaitable dans un contexte scientifique, parce qu'effectivement, comme a dit Pierre-Antoine, en fait on va faire appel à tout plein d'outils, qui eux-mêmes peut-être dépendent encore d'autres outils derrière, pour finalement assembler un patchwork de binaires dont on va avoir du mal à tracer l'origine. Et alors une autre question, alors là qui est un petit peu plus personnelle, parce que j'ai été, par le passé, contributeur Debian. Debian est connu pour avoir justement faire un gros travail sur la reproductibilité des constructions de paquets dans sa distribution. Je crois que maintenant aujourd'hui, il y a même un snapshot hebdomadaire ou même peut-être quotidien de la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut générer une image Docker à partir d'un snapshot de la distribution. Donc ça couplé aux efforts de reproductibilité, on peut éventuellement dire qu'une image Docker à base de cette distribution, la base de paquets qui est à l'intérieur serait potentiellement la même. Mais la question c'est, quelle est la différence entre l'effort de reproductibilité que Debian essaie de faire et celui que Geeks apporte? Alors, il y a vraiment là aussi plusieurs niveaux. Donc l'effort de reproductibilité dans Debian, mais aussi dans d'autres distributions, donc Geeks, NixOS, Arch Linux et plein d'autres en fait, porte vraiment sur la compilation des paquets. Donc ce qu'on cherche à faire dans Debian et dans d'autres distributions, c'est de s'assurer que quand on compile le paquet avec certaines sources, certains scripts, certains patchs, etc., qu'on obtient bien exactement toujours le même résultat bit à bit à la fin. Alors ça sert à quoi? Bah, ça sert à, encore une fois, à vérifier que le processus calculatoire, parce que finalement compiler un paquet c'est un processus de calcul, quoi. Donc que ce processus-là, bah, il est reproductible et déterministe, ce qui va ensuite permettre de vérifier que les binaires qu'on obtient proviennent bien du source dont ils sont censés venir, quoi. Et ça, c'est une propriété importante. Alors là, c'est peut-être plus d'un point de vue, voilà, sécurité, fiabilité, enfin, finalement, ça sort un petit peu du cadre strict qui nous intéresse dans le cadre de la recherche scientifique. Mais finalement, c'est un peu quand même le même genre de choses, mais transposé au contexte de la compilation des paquets. Je me permets de rajouter, cet été, là, il y a eu la DebConf 24, donc la conférence des développeurs Debian. Je crois que c'était, voilà. Et il y a Holger, qui est du coup un des initiateurs du projet Reproducible Builds et du coup de la reproductibilité dans Debian. Il a fait une présentation. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, en Debian, le projet Debian, en ayant modifié leur archive, le snapshot, etc., et en ayant écrit des nouveaux outils, ils sont capables maintenant en fait de redéployer une pile logicielle telle qu'elle était il y a un an ou deux. Et donc du coup, ils ont une traçabilité avec des fichiers qui s'appellent des fichiers bulles d'infos qui fournissent les informations sur la construction pour essayer de retrouver la traçabilité, etc. Donc en fait, Geeks a pris le problème dans un sens, ça veut dire la traçabilité, et après on va vers la reproductibilité, etc. Et Debian a pris la reproductibilité et maintenant il rajoute de la traçabilité. Donc en fait, quelque part, tout ça se rejoint un peu au même endroit, sauf que du coup, c'est un peu des chemins différents. Alors, une des raisons pour laquelle je vous ai fait venir tous les 3, donc c'est que nous avions donc Alice qui nous avait présenté un cas d'usage de Geeks pour son projet de recherche. Elle a beaucoup insisté sur le fait que Geeks lui ouvrait des possibilités, voilà, d'être autonome sur les déploiements, les distributions et les constructions de ses projets. Alors ces projets en plus étaient écrits en Haskell, mais je pense que c'est un aspect qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, ce qui fait que Geeks permet cette autonomie? Bon, pour commencer, Geeks, c'est un logiciel libre, et donc le principe du logiciel libre, c'est vraiment voilà, de donner à toutes les personnes qui vont l'utiliser la possibilité de l'étudier, de le modifier, de diffuser des versions modifiées, etc. Donc ça, c'est vraiment les fameuses 4 libertés, c'est vraiment le point de départ en fait pour donner de l'autonomie aux personnes qui utilisent le logiciel. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça suffit pas forcément. C'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour que les personnes gagnent en autonomie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a certains logiciels qui sont éminemment complexes, il y a vraiment que des professionnels à temps plein pendant un certain temps qui vont pouvoir rentrer dedans. Voilà, on va pouvoir éventuellement faire des petites modifications à titre individuel, mais si on veut vraiment aller plus loin, ça demande un investissement à temps plein et une formation, etc., etc. Donc, ce qu'on cherche à faire dans Geeks, alors c'est pas le seul logiciel comme ça, mais c'en est un, c'est vraiment aussi concevoir le logiciel d'une manière qui va permettre plus facilement aux gens voilà, de s'investir par petits pas en fait dans le logiciel, de comprendre comment il fonctionne, de modifier son comportement, etc., etc. Donc il y a tout un tas
d'astuces techniques qu'on suit, dont on pense qu'elles aident en fait à gagner en autonomie. Il y en a une, c'est en fait d'avoir tout un environnement de programmation dans Gix qui est unifié. Donc il y a un seul langage de programmation qui est utilisé dans Gix, et puis il y a un seul dépôt aussi qui contient tout le code source de la distribution. Donc on va pouvoir naviguer ce dépôt et puis petit à petit voir par exemple comment sont définis les paquets. Donc le paquet, voilà, c'est l'unité de base du logiciel qu'on installe avec Gix. Donc quand on va commencer à utiliser Gix, on va utiliser peut-être juste la ligne de commande, donc ça demande déjà d'être familier avec les lignes de commande. Mais après, on va vouloir dire, peut-être je veux faire des variantes de paquets, donc on va pouvoir commencer à faire ce genre de variante en ligne de commande, puis après on va pouvoir voir au niveau du langage de programmation, donc qui s'appelle Scheme, comment on peut aussi définir ces variantes de paquets, et puis après comment on va définir ces paquets, des environnements complets, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette possibilité d'incrémentalement d'aller découvrir comment fonctionne l'outil, et puis d'aller bidouiller un petit peu avec tout ça. Justement, j'en profite. Pierre-Antoine, tu veux peut-être nous décrire un peu comment tu en es enfin, toi, quel a été un Ouais. petit peu ton voyage en termes d'expérience utilisateur de Gix? Alors, moi, c'est un peu particulier, donc c'est vrai que Ludovic a bien expliqué en quoi Gix, l'outil en lui-même, permettait une prise d'autonomie importante de la part de l'utilisateur. Moi, je vais me déplacer dans le contexte du calcul intensif et du monde des supercalculateurs. Et la question c'est comment on fournit de façon efficace des environnements logiciels à des centaines d'utilisateurs, de communautés de recherche différentes, de profils différents, de compétences différentes sur un même supercalculateur. Historiquement, à AgriCAD comme partout ailleurs, c'est une commande qu'on appelle module qui était utilisée, c'est-à-dire que quand un utilisateur voulait installer un logiciel, soit il le compilait lui-même parce que les administrateurs de la machine fournissaient des compilateurs et quelques bibliothèques courantes en calcul intensif, soit il nous demandait à nous, administrateurs ou personnel du support, et nous, on devait lui compiler, et puis lui, une fois que c'était fait, il tapait cette commande module mon logiciel, et ça chargeait le logiciel dans son environnement. Le problème de ça, c'est que quand on a une dizaine d'utilisateurs qui utilisent chacun un logiciel, ça va. Quand on a des centaines qui utilisent des piles logicielles complètement différentes, ça devient vite ingérable. Au-delà du fait que il n'y a pas de notion spécialement de portabilité, de travail communautaire avec cette commande module, puisque c'est sur chaque supercalculateur, chaque administrateur fait ses compilations dans son coin. Donc nous, AgriCAD, au début des années 2010, on s'est posé la question de on aimerait bien changer quand même, on aimerait bien voir des solutions un peu plus intelligentes. Et en fait, on a fait un petit panorama avec des solutions un peu connues en 2015. Et on est tombé au début sur Nix, donc ça c'est le grand frère de Gix, qui existe toujours, hein, bien sûr. Et on s'est mis à installer justement parce qu'il permettait ces propriétés d'être accessible aux utilisateurs directement. Comme un gestionnaire de paquets d'une distribution Linux, comme Conda, comme SPAC, l'utilisateur pouvait directement utiliser les commandes de Gix pour installer des logiciels qui étaient déjà empaquetés. Alors ça nous plaisait beaucoup, puisque nous, ça nous enlevait quand même une grosse partie de travail, donc ça, on aime bien. Et puis au-delà de ça, il y avait cet aspect reproductibilité et portabilité d'un cluster à un autre. C'est-à-dire que nous, on administrait plusieurs supercalculateurs. On avait des utilisateurs qui travaillaient simultanément sur ces différents supercalculateurs avec les mêmes logiciels. On pouvait leur garantir qu'ils installaient strictement la même pile logicielle d'un supercalculateur à un autre, tout seul, sans nous consulter. Et à la fois pour eux comme pour nous, c'est une sorte d'émancipation qui nous fait gagner du temps, de l'énergie, de la charge mentale, etc. Donc voilà comment nous, on est venu à Nick puis Gix. Alors, du coup, toi, Pierre-Antoine, ce que tu dis, c'est que dans un contexte HPC, Gix vous a permis un passage à l'échelle. Oui. D'un point de vue, voilà, effectivement, moi, c'était mon expérience aussi quand je gérais un modeste cluster dans le sein d'une équipe, dans un labo. Effectivement, avoir des modules pour les N versions de PyTorch qui étaient utilisées ou les N versions de Python associées avec. Effectivement, c'était une surcharge, mais c'était encore gérable parce que j'avais peut-être effectivement une dizaine d'utilisateurs qui étaient demandeurs. Et quand on passe à un ordre de grandeur supérieur, ce n'est plus possible d'un point de vue vraiment gestion d'infrastructure brute, quoi. D'autant plus qu'il y a eu vraiment une transformation dans le monde du HPC des utilisateurs des supercalculateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore une quinzaine d'années, c'était souvent les mêmes communautés qu'on retrouvait dans les centres de calcul et souvent les mêmes logiciels du coup. Là maintenant, on retrouve toutes les communautés dans des centres de calcul et
les nouveaux besoins sont complètement différents de ceux d'avant. Donc on se retrouve en fait avec des piles logicielles très différentes. Un autre point aussi, puisque en fait j'ai mentionné d'autres gestionnaires d'environnement logiciel à l'oral, Conda ou Spack, pourquoi on n'a pas choisi cela plutôt que Geeks? Bah en fait tout simplement c'est parce que Geeks est déjà pensé pour être multi-utilisateur à la base, chose que ne sont pas Spack et Conda. Alors, un utilisateur peut installer Spack ou Conda dans son espace utilisateur sur un supercalculateur, mais si nous on veut gérer des piles logicielles d'un point de vue administrateur et les partager au plus grand nombre avec Spack et Conda, eh ben c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout fait pour ça. Ça peut même faire écrouler des systèmes de fichiers dans certains cas. Donc en fait, en plus, Geeks et Nix avaient cette bonne propriété, c'est de partager les environnements logiciels communs entre les utilisateurs de façon efficace et performante, que ce soit en termes d'espace, que ce soit en termes d'accès de disque, etc., etc. Justement, comme tu as embrayé sur l'aspect communautaire, un point qui est souvent mis en avant quand je discute avec des personnes qui sont utilisateurs de Geeks, c'est justement l'aspect, la communauté en elle-même, qui est souvent mis en avant avec des arguments très positifs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment la communauté de Geeks est née, comment elle est gérée, comment elle est animée, et puis quels sont les moyens qui sont mis pour la faire vivre? Alors oui, alors sur comment elle est née, c'est difficile à dire finalement, c'est arrivé, un peu comme ça. C'est-à-dire que des gens, ont pensé que l'idée du projet était intéressante et se sont mis à venir contribuer, donner de leur temps en fait pour faire avancer le schmilblick. Après comment ça marche tout ça? Bah, comme dans beaucoup de communautés logicielles libres, en fait, c'est vraiment le principe de la libre association. Donc les personnes viennent travailler ensemble parce qu'elles ont envie, elles sont intéressées par le sujet et puis aussi parce qu'elles aiment bien l'environnement général, quoi. Donc moi je pense que c'est important et tout le monde dans la communauté a intégré ça en fait, le fait que, bah, l'humain est vraiment au centre de tout ça en fait et il s'agit de voilà d'avoir des relations avec des gens. Enfin, bien sûr ce qui nous lie c'est le code à la fin, mais c'est surtout cette communauté humaine en fait qui travaille sur le code, quoi. Ça paraît un peu ronflant de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Il s'agit de faire attention aux gens et puis de travailler ensemble et puis que tout le monde puisse y prendre du plaisir, et puisse se sentir accueilli et en sécurité. Pour ce qui est d'être accueilli, c'est un petit peu ironique parce que justement là on est entre hommes aujourd'hui, mais ça c'est un des aspects aussi qu'on essaye de travailler, de s'assurer que la communauté est ouverte à tout le monde, indépendamment du genre, de l'origine, etc. Alors c'est un gros travail et ça dépasse clairement le cadre de Geeks parce que c'est un problème qui existe déjà dans l'informatique et encore plus dans le sous-domaine du logiciel libre. Il n'y a pas beaucoup de diversité, pas beaucoup de mixité, c'est beaucoup des hommes blancs. Voilà, mais on essaye de faire notre part à notre modeste niveau. Donc que ce soit en organisant par exemple des stages rémunérés qui permettent à des personnes qui sinon en fait n'auraient pas pu ou n'auraient pas osé en fait aller vers la communauté, ben de commencer, de se faire une expérience. Voilà, il y a ce genre de stage et puis des choses toutes bêtes comme avoir une charte de bonne conduite en fait pour simplement s'assurer que tout le monde se comporte d'une manière que tout le monde va se sentir bienvenu. Pierre-Antoine? Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Donc là, Ludovic a parlé de la communauté Geeks au sens large. Moi, je vais plutôt parler de la communauté Geeks HPC, qui est une communauté en fait qui a un peu grossi ces dernières années, donc avec la thématique spécifiquement de geeks appliquée au calcul intensif. Il y a des recouvrements entre les deux communautés, mais il y a aussi des gens qui sont dans le Geeks HPC et qui sont pas spécialement intéressés par Geeks en tant que tel, par la distribution Geeks, mais plutôt vraiment comment je gère mes environnements logiciels avec Geeks sur un supercalculateur. Donc ça, c'est né. Tout à l'heure, j'ai parlé de modules et j'ai parlé de l'aspect peu, voire pas communautaire de modules. Donc j'ai dit que l'un des avantages de Geeks, enfin, je l'ai pas dit justement, mais l'un des avantages de Geeks, c'est qu'on pouvait partager nos recettes de construction d'environnement logiciel parce que c'est portable d'un supercalculateur à l'autre et on va reproduire exactement le même. Et donc ça, c'était super important pour nous. Contrairement à avant, quand on développait des paquets pour Geeks pour un utilisateur chez nous, en fait, on se disait, bah non, on contribue à une communauté et d'autres mésocentres, en fait, ou d'autres centres de calcul vont pouvoir le proposer facilement, simplement à leurs utilisateurs. Et donc, on s'est dit, bah, ça serait bien de faire en sorte qu'on se parle entre centres de calcul, qu'on partage nos expériences autour de Geeks pour ceux qui en ont déjà, et puis bah, qu'on dise à nos collègues qui sont pas encore passés à Geeks, leur dire bah, les avantages que ça pouvait avoir.
Donc pour ça, on était 2-3 mésocentres en France à avoir installé Geeks, à faire ce pas-là. Donc on a déjà commencé à parler entre nous, et puis on s'est dit, quand même, il faudrait en parler, aux autres collègues. Et donc pour faire ça, on a écrit de la documentation, un peu chacun de notre côté, puis on a partagé un peu cette documentation. Ensuite, on a partagé nos recettes de paquets, et puis on a mis en place un certain nombre de choses, notamment des événements, que ça soit le Café Geeks, qui est une rencontre informelle qui a lieu tous les mois en visio, qui est adressé à tout le monde. Et cette communauté-là, en fait, on essaie de la faire vivre le plus possible pour s'entraider, que ça soit pour les exploitants de supercalculateurs, mais aussi et surtout pour les utilisateurs. Justement, oui, c'est bien que tu as employé sur les événements. Tout d'abord, alors est-ce que derrière Geeks, aujourd'hui, il y a une structure qui permet, en plus des moyens humains, voilà, qui sont en place, d'avoir aussi, des moyens, financiers? Et est-ce qu'il y a des événements, on va dire un petit peu plus, avec une portée plus large, nationale ou internationale, qui sont faits aujourd'hui? Donc en fait, comme Pierre-Antoine a dit, Geek c'est un gros projet qui regroupe différents gens, différentes personnes avec différentes aspirations, etc. Et donc par exemple Geeks HPC, c'est Geeks appliqué dans un contexte HPC scientifique. Moi je préfère même presque dire parfois Geeks pour la science, parce que bon, moi je fais pas trop de HPC, je fais partie des Geeks HPC. Et après il y a le projet par exemple le GNU Geeks, qui est du coup le logiciel libre, etc. Et il y a des passerelles entre tout ça, etc. Comme on vient d'en parler. Et donc en fait, pour la partie plutôt GNU Geeks, il y a une association loi 1901 en France qui permet de gérer il y a les factures des serveurs, d'internet, etc., etc. Et donc l'association, elle existe depuis, je crois, 5 ans, 6 ans, et elle est en train de vraiment essayer de se restructurer pour pouvoir mieux accueillir plus de ressources, pour pouvoir peut-être que le projet puisse plus se déployer, pour pouvoir faire des choses qui nous intéressent. Donc par exemple, des trucs un peu bébêtes, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour acheter des machines, donc par exemple des ARM, et alors si on les achète, qui c'est qui, où est-ce qu'elles sont hébergées, à qui elles appartiennent, etc., etc. Donc ça paraît un peu bébête comme ça, mais il faut qu'on se mette d'accord. Et voilà. Et comme expliquait Ludo, en fait, comme dans le projet, on place les relations entre nous, la discussion au cœur, donc le consensus, qu'on soit tous d'accord pour adhérer à ce qu'on veut faire tous ensemble, en fait, parce que c'est pas que du code, quoi, c'est un projet, faire quelque chose ensemble. Du coup, parfois, ça prend un peu de temps pour se mettre d'accord, en fait, le consensus, quoi. Alors vous essayez en tout cas de créer un événement, Ah oui. d'envergure chaque année, Alors, de mémoire? Alors, du coup, on organise tous les ans ce qu'on appelle les Geeks Days, qui sont juste avant le FOSDEM. Donc, le FOSDEM, c'est la grande conférence sur le logiciel libre, open source, qu'il y a à Bruxelles. Donc, tous les ans, c'est autour de février, début février. Et donc, 2 jours avant, en général, on organise les Geeks Days. Comme ça, on couple tout. Ça fait qu'on, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait en général tous les ans depuis des années. Et ensuite, du coup, on organisait il y a quelques années les 10 ans de Geeks. On a mélangé justement ces deux communautés, cette communauté issue du milieu scientifique avec la communauté des, on va dire, hackers, passionnés, tout ça. Donc sur 3 jours, on avait organisé ça, c'était super chouette. Il y a pas très longtemps, on a organisé un workshop sur plusieurs jours à Montpellier sur la communauté Geeks HPC, Geeks pour la science. Donc en fait, voilà, on organise plusieurs événements et c'est un peu au fil de l'eau, au fil des envies. Dans pas longtemps, là, ça sera je sais pas quand sortira le podcast, mais au J4 peut-être. Voilà, quand on profite de différents événements pour essayer de se regrouper et tout ça. Donc il faut suivre au fil de l'eau les annonces qu'il y a sur les différents moyens de communication du Geeks, donc le site internet, etc. Justement, quelqu'un, aujourd'hui qui serait intéressé, peut-être suite à l'écoute de ce podcast, de rentrer dans Geeks, quelles ressources vous lui recommanderiez? Quels sont en tout cas les canaux de diffusion, les canaux de contact pour avoir peut-être du support? Voilà, qu'est-ce que un petit peu que le guide du débutant dans Geeks, quel serait-il? Pour quelqu'un qui vient dans un cadre scientifique, Geeks pour la science, comme dit Simon, ou pour le HPC, il y a le site Geeks HPC, donc hpc.geeks.info, qui fournit voilà, pas mal de points d'entrée plutôt sur la doc, sur comment démarrer avec Geeks dans un contexte HPC, ce genre de choses. Et puis comment prendre contact avec le reste de la communauté, voir les événements, etc. Et puis il y a le site général de Geeks, donc geeks.gnu.org, voilà, qui a un blog, qui a des liens sur comment contacter la communauté, donc par des listes de diffusion, par un canal IRC, des choses comme ça. Alors canal IRC, ça sonne un peu vieux, je suis plutôt jeune, mais voilà, c'est de la messagerie instantanée, ça fait très bien le boulot.
Et puis voilà, je pense qu'à partir de là, on a tous les points d'entrée, que ce soit pour découvrir, pour apprendre comment ça marche, pour installer ou pour prendre contact avec les gens. Moi, j'en profite pour ajouter une expérience personnelle, c'est que je trouve que le manuel Geeks est très exhaustif et très bien fait. On est vraiment bien reçus dans ce podcast. Alors maintenant, on va devoir malheureusement arriver à la dernière question et qui sera donc, quelle est une des découvertes de ton domaine de recherche que tu aimerais partager à d'autres? Alors, déjà, en disant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon domaine de recherche? Parce que c'est pas toujours complètement clair. Donc, si on regarde Geeks, parce que voilà, c'est ce qui m'occupe quand même depuis une dizaine d'années, ça touche à différentes choses. Donc, du coup, je vais répondre 3 éléments. Je triche un peu, hein, parce qu'il y a 3 domaines de recherche. Le premier travail pour tout ce qui concerne déploiement logiciel reproductible que j'ai envie de citer, c'est évidemment les travaux sur Nix. Donc si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à la thèse d'Elko Dolstra, qui est donc la personne qui est à l'origine de Nix, qui lui-même a servi d'inspiration et plus que ça pour Geeks, c'est vraiment du bonheur à lire et je pense que voilà, pour une thèse, ça se lit vraiment très bien et c'est super sympa. Après, sur les aspects langage de programmation, il y a une des sources d'inspiration de Geeks, parce que Geeks, c'est aussi tout un travail sur les langages de programmation, les langages dédiés, donc les DSL, ce genre de choses. Et donc là, je citerai Hop. Alors Hop, ça n'a rien à voir avec ce que fait Geeks, ça s'écrit H-O-P. C'est un langage de programmation pour le web, mais qui à l'origine était basé lui aussi sur le langage Scheme, et qui, comme Geeks, en fait, a cette idée où on a plusieurs couches de programmes. Donc une partie serveur web, une partie client web, donc ce qui va tourner dans le navigateur. Et en fait, ça, on dirait pas, mais c'est aussi un schéma qu'on retrouve dans Geeks même, où on a des couches de programmation comme ça qui s'empilent. Et le troisième, pour finir, c'est le travail qui a été fait par des camarades qui gravitent plus ou moins autour de Geeks et d'autres projets logiciels libres sur l'amorçage, donc bootstrapping. Alors bootstrapping, c'est l'idée en fait de réussir à compiler tout un ensemble logiciel, tout ce qu'on va faire tourner sur sa machine en fait, en partant de rien ou presque. Donc en partant d'un programme le plus petit possible, quelques centaines d'octets, et encore. Et à partir de là, être capable de construire voilà, la bibliothèque standard du C, le compilateur C, et puis toutes les applications qui nous intéressent. Donc ça, le point d'entrée pour ça, ça va être les projets GNU MES, alors ça s'écrit MES, et Stage 0, donc Stage et le chiffre 0. Et bon, c'est surtout documenté sous la forme d'articles de blog en fait pour l'instant, mais c'est vraiment fascinant en fait de voir ce que ces gens-là ont réussi à faire. Eh ben, je vous remercie, à tous les 3 de m'avoir, dédié de votre temps et je vous souhaite une bonne continuation dans vos communautés respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute. Code for Thought est animé par Ghislain Veillant, réalisé par Peter Schmidt et sous licence Creative Commons. À la prochaine.